Il est 9 heures, passé de 35 minutes, preuve qu'on est évidemment en direct. Comment sont déclinées justement, maintenant on rentre un peu plus dans le concret, ces mesures de relance par les acteurs de la finance, par vous tous? Quel lien entre les mesures de relance qu'on a évoquées et l'industrie des fonds d'investissement? On en parle notamment avec vous, Laure Delahousse. Bonjour. Bonjour. Directrice adjointe de l'AFG. Il y a également Luc Marwenda, Investment Partners chez Euraseo. Il nous manque Philippe Sourla. Bonjour à tous. Ah oui, parce qu'effectivement, il est avec nous. Bonjour, comment ça va? Très bien, désolé de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel, en raison. Je vous attendais en présentiel, c'est pour ça. Secrétaire général adjoint en charge de la direction de la gestion d'actifs à l'AMF. On a vu ce plan de relance. Comment il se traduit, c'est ça le sujet de cette table ronde, comment il se traduit concrètement dans l'industrie de la gestion d'actifs? Laure, votre objectif notamment, c'est de faire un peu le trait d'union? Notre objectif en tant que gérant d'actifs, oui, c'est de faire le trait d'union. C'est-à-dire que lorsque, après la crise en mars 2020, on a commencé à parler de relance, il y a eu, comme l'a très bien dit tout à l'heure Sébastien, une première étape qui a été, on essaye de parer au plus pressé, et donc avec les prêts garantis et avec les subventions, on part au plus pressé pour éviter les faillites d'entreprises. Et puis très vite, on a commencé à parler relance sur le long terme. Qui dit relance sur le long terme dit investissement. Qui dit investissement dit fonds propres pour les entreprises. Et donc, nous, gérants d'actifs, on est le trait d'union entre les entreprises qui ont besoin de fonds propres pour investir, pour innover et pour retrouver une croissance qui soit un peu différente, et même accélérée, comme disait Sébastien, par rapport au niveau qu'elle avait avant. Et nous sommes le trait d'union entre les épargnants et les entreprises qui ont besoin de ces fonds propres. Et donc, d'où les fonds actions qui sont notamment mis en valeur grâce au label Relance dont on parlera tout à l'heure. Et ce message de trait d'union, c'est un message à l'AFG qu'avec les gérants d'actifs, nos adhérents, qu'on porte depuis longtemps, c'est-à-dire pousser une épargne long terme qui puisse naturellement plus s'investir en actions et donc qui puisse davantage servir l'investissement et donc la croissance, et en espérant une croissance même disruptive, pour reprendre encore les mots de Sébastien, qui puisse accélérer après cette crise que nous venons de vivre. Donc pour transformer ce plan de relance, encore une fois, en asset management, comment vous accompagnez aussi, vous le disiez, la transition écologique et l'industrie française, l'industrie 4.0 notamment? En tant qu'association, on a très vite réfléchi avec le gouvernement à ce label relance, mais aussi on a travaillé sur d'autres aspects du plan de relance, comme les obligations relance, les prêts relance. On a travaillé aussi avec l'AMF sur ce sujet-là pour essayer de traduire cette volonté politique de non seulement donner via le réseau, via les banques et via l'État de donner des ressources aux entreprises, nous aussi à travers l'épargne, qu'elle soit institutionnelle pour des assureurs par exemple, ou qu'elle soit retail, des ressources pour les entreprises. Et donc parmi les, on y reviendra je crois tout à l'heure, mais parmi le cahier, les contraintes qui étaient demandées pour le label relance, il y a des contraintes en effet sur l'ESG, donc sur l'environnement, sur la partie sociale, sur la gouvernance des entreprises, qui étaient partie intégrante du projet qui était porté par le gouvernement et porté par l'AFG. Donc ce plan de relance, c'est à la fois une nécessité de le transformer en asset management, mais aussi une opportunité. C'est une opportunité pour l'économie aussi. En général, c'est ce que disait le gouvernement, c'est-à-dire que Bruno Le Maire a été très vocal là-dessus en disant on connaît une crise, on va faire tout pour qu'elle passe, et d'ailleurs les résultats sont là, et on va derrière retrouver une économie qui sera davantage tournée vers l'écologie. On a beaucoup parlé de transition verte, maintenant on parle aussi de transition juste pour tenir compte de l'aspect social qui est très important et qui est imprégné dans notre culture de façon très forte. Et donc cette relance, c'est pour trouver derrière une croissance qui pousse des investissements verts, qui pousse des investissements dans la formation des salariés, dans un emploi qui soit davantage collé avec le digital par exemple, et donc c'est un investissement qui doit tenir compte de ces objectifs qui ne sont pas seulement financiers mais extra-financiers, mais à la fin tout se retrouve. Philippe, petite question pour vous, quelle est l'implication, je me demandais, de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers dans ce label relance?
Alors pour ce qui nous concerne, nous sommes évidemment mobilisés également et je partage tout ce qui a été évoqué. Donc on a accompagné les acteurs, donc l'AMF n'a pas été à l'initiative du label qui a été mis en place par les autorités publiques, mais nous avons accompagné les acteurs de façon individuelle dans un contexte où nous avons vu les choses se mettre en place de façon relativement fluide. Donc voilà, on a été sollicité par certains acteurs, mais on a le sentiment que le cadre était assez clair. Donc finalement, pas tant que ça, et c'est peut-être davantage d'autres initiatives qui nous ont plus mobilisés, qui étaient peut-être plus complexes. Lesquelles? Peut-être une, parce qu'on a évoqué le label relance, les prêts participatifs, les obligations relance. Il y a également un autre sujet qui est parfois un petit peu moins visible, mais qui me semble également important. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les FCPR Evergreen, qui sont voilà, de nouveaux types de fonds ouverts, y compris à une clientèle retail, et qui peuvent investir à leur actif dans des investissements non cotés. Donc ça, c'est une approche assez innovante qui est relativement récente en France et voilà, assez originale en Europe, qui nous a permis, sur laquelle l'AMF s'est mobilisée pour poser un cadre qui permette aux acteurs de lancer ces produits. Donc c'est un cadre qui est inspiré de ce qui existe aujourd'hui en France dans les fonds d'investissement immobilier qu'on appelle les OPCI et qu'on a transposé à l'univers de l'investissement non coté, donc pour participer à cet effort collectif de réorientation de l'épargne. Que je comprenne bien, Philippe, l'innovation dans ce FCPR Evergreen, c'est le fait qu'il soit ouvert, en fait, c'est ça, aux investisseurs particuliers. C'est ça la nouveauté. Voilà, qu'il soit ouvert aux demandes de rachat. Donc en fait, les investisseurs particuliers pouvaient déjà investir dans des véhicules d'investissement non cotés. Simplement, en général, par le passé, il s'agissait de fonds fermés. Donc, voilà, on investissait pour une période de temps prédéfinie qui était assez longue, de plusieurs années. Et là, on a permis la mise en place de fonds qui sont ouverts au rachat sur des périodicités assez importantes, voilà, 1 à 2 fois par mois typiquement. Donc, ce qui change assez fondamentalement la nature du produit et ce qui permet d'ouvrir des perspectives de distribution plus larges que ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à présent. Merci Philippe. Luc, pour Eurazeo, vous avez lancé des fonds de relance. Racontez-nous un petit peu justement, puisque vous aviez les mains dans le cambouis. Oui, effectivement. Alors, en fait, pour nous, c'était pas très compliqué, en ce sens que notre métier, c'est de faire du private equity. Donc, on investit, on déploie du capital dans des entreprises non cotées. Et on le déploie de manière assez importante, aussi bien pour des grands clients institutionnels que pour beaucoup de clients privés, notamment à travers des FCPR. Donc, quelque part, on a toujours une vision d'approche de long terme, de faire en sorte de contribuer à ce que les entreprises se développent. Et ce label relance, en fait, est arrivé tout naturellement dans nos fonds. La grande majorité de nos fonds dédiés à des clients non professionnels sont d'ailleurs labellisés relance. Il y en a un qui ne l'est pas, mais tous les autres le sont, tout simplement parce qu'on est complètement intégré, si vous voulez, c'est natif chez nous. On participe au développement de l'économie avec des visions à long terme, sur des entreprises non cotées qui sont quand même très dynamiques et qui connaissent des croissances importantes. Et donc c'est assez naturel en fait, voilà. Et on a pas mal de succès d'ailleurs avec ces fonds-là, puisque les collectes sont importantes sur ces fonds. Collectes sont aussi importantes que les valorisations, mais c'est pas le sujet. Des boîtes que vous... Oui, après les valorisations, c'est un autre sujet. Et c'est peut-être pas c'est pas le sujet le débat de ce soir, de ce matin. Ouais. Comment vous choisissez les entreprises? Sur quels critères? Il y a une typologie particulière? Il y a des cibles ou pas? Oui, alors en fait, chez Eurazeo, on est une plateforme qui est assez importante. On gère 26 milliards d'euros. Et nous avons donc différentes stratégies, des stratégies de private equity, donc d'investissement en capital. Ça, c'est ce qu'on fait de manière la plus importante dans le groupe, mais on fait aussi de la dette privée et un petit peu d'immobilier. Et donc, on est aussi bien sur des startups que sur des sociétés en buy-out plus importantes, que sur de l'accélération, des boîtes comme ManoMano ou comme Doctolib. Donc, on couvre toute la palette d'entreprises. Donc, on a des équipes qui sont dédiées à chaque type de stratégie et bien évidemment, on reçoit un très grand nombre de dossiers et les critères de sélection, en fait, ils sont doubles. Ils sont d'abord sur des aspects opérationnels. Est-ce que la société nous semble faire du sens? Est-ce que on croit
au business plan? Est-ce qu'on croit à cette capacité de la société à se développer? Mais aussi, très important, est-ce qu'elle met en place des bonnes pratiques de gouvernance? Est-ce que toute la partie ESG, toute la partie inclusion sociale est là? Parce qu'une société qui réussit dans le long terme, c'est une société qui est harmonieuse entre ses actionnaires, ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs. Si vous n'avez pas cet écosystème qui fonctionne, votre boîte, elle peut pétiller pendant 2-3 ans, mais ce sera pas un succès à long terme. Donc c'est vraiment ça qu'on met en place. Et systématiquement, dans tous nos investissements, d'ailleurs c'est exigé par nos investisseurs, hein, dans tous nos investissements, on a à poids égal des critères économiques et financiers et des critères extra-financiers. Laure, un petit mot du label Relance, on l'a évoqué, mais comment il fonctionne concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a une charte en fait que doit respecter la société de gestion qui, dont le cœur est l'investissement en fonds propres dans des entreprises, fonds propres ou quasi-fonds propres, dans des entreprises françaises avec un minimum à respecter, donc d'investissement dans ces entreprises françaises. Il n'y a pas de fiscalité assortie, hein, comme le disait tout à l'heure Sébastien. C'est simplement un label qui vient distinguer des fonds qui sont investis donc dans ces entreprises françaises. Mais à côté de ces exigences, qui sont la base, il y a d'autres exigences sur l'ESG en particulier, c'est-à-dire que ces fonds doivent non seulement investir dans ces entreprises de croissance, mais aussi respecter certains nombres de critères. Sur l'environnement, l'entreprise dans laquelle on investit doit avoir une stratégie de réduction des gaz à effet de serre. Sur le social, par exemple, le focus est mis sur les dispositifs de partage de la valeur avec les salariés, donc intéressement, participation, des choses qui sont chères aux entreprises françaises, et à l'AFG aussi d'ailleurs. Et donc sur le social, il y a aussi la formation, l'emploi en fait en France. Donc il y a un gros focus du label, donc la France des territoires. Hein. Les entreprises doivent vraiment investir, avoir des emplois et faire fructifier leur emploi en France. Et puis sur la gouvernance, il y a des critères d'égalité hommes-femmes dans les organes de direction, par exemple. Donc, et la base, c'est de respecter l'approche intermédiaire de la doctrine AMF sur l'ESG. Donc, on voit des critères d'investissement en termes de quotas d'investissement française, donc qui sont largement d'ailleurs dans les fonds labellisés Relance respectés, puisqu'on est à plus de 60, quasiment les 3/4 des montants investis qui sont investis dans des entreprises françaises, ce qui est assez original, disons, par rapport aux stratégies qu'on pousse habituellement, qui sont plutôt des actions européennes. Ben là, le focus, il est vraiment donné sur les actions françaises. Et donc, le capital investissement, c'est naturel, mais c'est vrai que dans les OPC cotés, on a de plus en plus de diversification, mais là, ces fonds, ce qui sont donc il y a moitié des fonds labellisés Relance sur les fonds de capital investissement, moitié sur des OPC cotés avec une part de PME ETI importante. Là, ce sont des entreprises françaises, donc avec ces critères ESG en plus de ça, et un reporting à faire par les sociétés de gestion assez contraignant, en partie sur la partie participation et des augmentations de capital. Donc des augmentations de capital pour montrer des investissements nouveaux des entreprises dans lesquelles on investit, et puis sur l'emploi en France. On a la visibilité sur la durabilité, encore une fois, dans le temps. Est-ce que ce label existera encore, ce label Relance, dans plusieurs années ou C'est des discussions qu'on a avec le Trésor, parce qu'évidemment, un investissement action, ça se fait pas sur un coup de tête pour 3 mois, mais quand on investit en action, on réfléchit, on est dans le cadre d'un projet à long terme, et donc, quand on est épargnant, hein, et donc, ce projet à long terme, on va mettre un peu de temps pour se décider, et puis ensuite, on va rester longtemps. Et donc, au début, quand on en discutait avec le Trésor, il disait bon, on va labelliser les fonds pendant 6 mois, et puis ensuite, on arrête. Bien sûr, le label reste décerné, et les fonds peuvent toujours se prévaloir de ce label, mais on ne pourra plus décerner de nouveaux labels. Et en fait, on a poussé à ce que cette période elle soit allongée. Pour l'instant, on peut encore faire labelliser des fonds d'ailleurs, et pour encore quelques mois au moins. Parce que on a besoin de cette durée. L'investissement en action, c'est un temps long, et donc le label doit s'inscrire dans ce temps long. Philippe, pour l'AMF, il y a pour vous une prise de conscience dans cette crise de l'importance de ces investissements qui ont un impact positif sur l'économie, l'ESG, l'ISR. De là où vous êtes, vous le voyez assurément? Alors c'est extrêmement clair. On avait déjà perçu pré-crise, une montée en charge très rapide et très forte
cette thématique extra-financière dans l'investissement, et la crise a encore accéléré ce mouvement très fort. Donc on voit qu'on a énormément d'initiatives qui tournent autour de ces sujets qui sont de plus en plus centraux dans la conception des produits. On a par exemple, pour donner quelques exemples, beaucoup de discussions en ce moment sur les notions d'impact. Donc vraiment finalement, quelle est la contribution effective de la stratégie d'investissement à l'économie réelle. Et donc ça, ce sont des réflexions très riches et très intéressantes. Et puis on voit qu'à plus long terme, la réglementation également va encore accompagner ce mouvement davantage, avec notamment, peut-être pour dire juste un exemple, on parle beaucoup de SFDR, donc du règlement disclosure. Je voudrais signaler qu'il y a d'autres initiatives, notamment du côté des règles MIF, qui concernent le conseil en investissement, qui vont vraiment encore plus placer ces notions extra-financières au centre du service de conseil, et donc donner une place encore plus importante à ces thématiques extra-financières du point de vue de l'épargnant. Oui, avec l'idée qu'il faut aussi mesurer l'impact. L'impact, encore une fois, d'un investissement sur l'économie, sur le principe bien fondé, on est tous d'accord. Après, derrière, quel reporting, quel cadre pour cette mesure d'impact? Absolument, donc c'est un sujet absolument clé, puisqu'on voit que ça répond à l'attente exprimée par beaucoup de clients et d'investisseurs, de mesurer et de cerner quelle est la contribution effective qui peut être apportée par un produit d'investissement. Donc ça, ce sont des discussions complexes qui sont vraiment en cours en ce moment et qui sont assez intéressantes. On est également très sensible du côté de l'AMF à l'information, à la qualité de l'information qui est apportée sur ces sujets complexes. Voilà, éviter les raccourcis. C'est vrai que la mesure d'impact, elle se réduit pas à une métrique sur les émetteurs qui sont dans le portefeuille des fonds. Ce n'est pas parce que j'ai investi dans un portefeuille d'émetteurs qui émettent un petit peu moins de gaz à effet de serre que mon investissement a causé à due proportion une baisse des effets de serre correspondants. Donc on voit toute la complexité de cette question des mesures, et pour nous, voilà, le sujet un petit peu délicat de l'information et de la qualité de l'information qui est apportée sur ces sujets-là. Et donc, pardon de poser la question, de mettre les pieds dans le plat, mais comment est-ce qu'on calcule concrètement le bienfait d'un investissement? Et en quoi l'AMF, encore une fois, défend l'épargnant dans ce cadre-là pour assurer une bonne qualité de l'information? Alors à nouveau, je pense qu'on pourrait y consacrer une journée entière et mobiliser beaucoup d'experts sur ce sujet. C'est vraiment une question assez complexe et qui dépend aussi de la variété des types d'investissements qu'on a évoqués. C'est-à-dire que quand on est dans le capital investissement, on voit que les leviers d'influence ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut avoir dans un fonds qui investit sur les marchés secondaires. Donc, il y a vraiment toute cette diversité des formes à la fois d'investissement, de classes d'actifs et aussi de modalités de prise en compte de l'extra-financier qui peut varier d'un fonds à l'autre. Donc, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de réponse univoque simple. Voilà, simplement, nous, on est vigilants sur les raccourcis, on va dire. Voilà, il faut avoir de la pédagogie simplifiée pour l'épargnant parce que le sujet est complexe, mais sans dénaturer, non plus l'information et éviter typiquement le raccourci que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment l'écueil le plus facile et courant qu'on peut rencontrer, qui est de simplifier trop les choses en assimilant les effets sur les métriques à l'actif du fonds à l'impact sur l'économie réelle de la stratégie d'investissement. Merci Philippe. Luc, petite question là. Comment on apprécie, comment vous appréciez, vous mesurez cette appétence qu'on a tous vue, cette réaction des investisseurs face, encore une fois, à l'investissement durable, à ce label relance, au fonds labellisé? En fait, Sébastien disait très bien dans sa première intervention, c'est ce qui est important, c'est que le marché, les réseaux de distribution qui placent nos produits, puisque nous on place nos produits à des dizaines de milliers de clients chaque année à travers des fonds agréés AMF. En fait, les réseaux de distribution se sont emparés du sujet. Et ça, c'est assez nouveau parce que c'est vrai que quelquefois, c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer vraiment ce à quoi correspond private equity. Il faut une certaine culture financière, mais quand on raconte des histoires d'entreprise, quand on est très clair sur le fait que un fonds dans des entreprises non cotées qui fait que des opérations d'augmentation de capital, c'est relativement simple à expliquer. Vous avez un portefeuille, vous avez une trentaine de sociétés dans votre fonds d'investissement, vous avez à chaque fois des histoires qui sont assez simples. Et en fait, le fait de dire que ces sociétés, en fait, elles sont logées dans un fonds d'investissement qui bénéficie du label relance. Et pourquoi est-ce qu'on a ce label relance? Justement parce qu'on a ces critères qui sont assez objectifs quand même et assez simples à comprendre. Et les réseaux s'en sont emparés. Et c'est un argument qui est supplémentaire, qui vient aider en fait
à convaincre les investisseurs. Alors c'est pas non plus une révolution, mais si vous voulez, c'est quelque chose de très positif qui vient alimenter cette tendance croissante en fait de la demande d'investisseurs non professionnels sur ce type de produits d'investissement. Il y a cette appétence, encore une fois, des particuliers. Comment est-ce qu'on fait? Je pose la question à O3, on manque un petit peu de temps. Qui a envie de répondre? Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce soit déceptif, encore une fois, pour l'épargnant? Je pense, si je peux me permettre, il faut que l'épargnant, il faut que ces produits soient bien vendus. Ça veut dire que il faut, et on voit cette montée en compétences de la part des réseaux de distribution, cette montée en compréhension de la part des investisseurs. On voit de plus en plus de gens qui comprennent que le fonds euro c'est terminé, que si on veut participer au financement de l'économie, il faut avoir un raisonnement de long terme. Il faut se dire très bien, dans mon patrimoine, j'ai besoin d'avoir des placements liquides, mais aussi je peux aussi consacrer une partie de mon patrimoine qui est raisonnable à des placements non liquides de long terme, où là je vais vraiment contribuer à l'économie, alors avec un certain risque évidemment, mais aussi avec des contreparties à la clé, des possibilités de gain en plus-value significatifs. Et je pense que ça c'est très important. Et cette bonne pratique au niveau des investisseurs, elle est fondamentale. Et si on arrive à faire comprendre ça au plus grand nombre de clients, je crois qu'on aura gagné. Ouais, peut-être pour compléter ce que dit Luc, pour aller dans le même sens, hein, on a réfléchi à cette question au sein de l'AFG, parce que l'éducation financière des clients, en particulier, c'est un sujet qui nous est très cher, et en particulier à notre président Éric Pinon. Et donc, on a publié il y a 2 ans les 12 principes pour bien investir à long terme. Et ça reprend des choses évidentes, d'ailleurs, que Luc vient de citer, épargner régulièrement, épargner tôt, définir un projet d'investissement, la durée sur laquelle je veux investir, regarder aussi les coûts, discuter avec mon conseiller. Et donc, on a listé comme ça 12 principes basiques, mais qui peuvent aider dans le dialogue entre le conseiller et son client à construire le projet du client. On finit quasiment là-dessus. Juste Philippe, dans la relation entre le conseiller et le client, est-ce que l'AMF prévoit, il y aura des initiatives dans ce sens d'un questionnaire? Il y a beaucoup de questionnaires à remplir, un questionnaire sur le profil extra-financier de monsieur et madame Michu, avant qu'il investisse. Absolument. Donc, absolument, peut-être pour réagir en un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure, je rajouterai peut-être une notion, c'est vraiment le travail qui est fait en ce moment sur la qualité de l'information, qui me semble tout à fait clé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déception sur la nature réelle du produit d'investissement. Et à côté de cette qualité de l'information qui est absolument clé, effectivement, on voit bien que les textes européens, et notamment la directive que j'évoquais tout à l'heure, MIF 2, vont rendre obligatoire le recueil des préférences des clients en matière extra-financière. Donc ça va devenir systématique et sur la base d'un questionnaire qui n'est pas encore défini, mais dont on pense qu'il sera relativement nourri. Donc ça va prendre une place finalement assez importante à terme du fait de ces contraintes réglementaires dans la relation, dans le dialogue entre un conseiller et son client sur un produit d'investissement. Allez, merci Philippe Sola donc pour l'AMF, Laure Delahousse pour l'AFG et Luc Marwenda pour Eurazeo. Merci à tous les trois. Discover Cases.